Donc me voilà désigné comme chef de corps au 15e Wing. J'ai entre-temps fait ma conversion sur C-130 et c'est franchement pour moi une révélation. Je rentre dans un wing très opérationnel qui est confronté à des événements majeurs pendant tout mon commandement. Je resterai non pas 3 ans, qui est la coutume, mais 5 ans. Et les opérations se succèdent de façon ininterrompue. Ça commence d'entrer en action avec les troubles au Zaïre en 93, suivi en 94 par le génocide au Rwanda, suivi par le renfort Rest-Europe en Somalie, où on amène le détachement belge qui se distingue avec le colonel Jacquemin à l'époque et qui pacifie toute une région. Puis c'est à nouveau les troubles au Zaïre en 97 avec la chute de Mobutu que l'on vit de près, avec chaque fois le déploiement de l'unité. Et j'ai choisi le bon avion, le C-130, et je suis à chaque fois, disons, le chef du détachement vol pour les gros déploiements. Ce sont de gros déploiements logistiques. Je ne vais pas détailler toute cette partie-là parce qu'elle est très longue, mais je reviendrai certainement sur une qui était la plus importante et la plus significative pour moi, pour le Wing, et pour le personnel de cette unité qui s'y est vraiment distingué. C'est l'intervention en 94 après l'assassinat des 10 paracommandos, et c'est l'opération Silverback et Blue Safari. Avant de détailler cela, malheureusement, au milieu de ce commandement, il y a mon 3e grand patatras qui n'est plus médical et qui est le crash d'un de nos avions à Eindhoven. Un crash dont la suite à la fin finalement est inévitable, mais qui a été malheureusement sali. Et je ne pardonnerai jamais ceux qui ont sali la mémoire du 15e Wing en avançant des théories qui étaient complètement absurdes à l'époque. Je ne sais quelles raisons, enfin je devine lesquelles. Mais moi j'ai en mémoire un équipage, j'ai en mémoire des amis, et c'est resté un traumatisme que la perte de cet équipage fantastique qui a disparu. Ce jour-là à Eindhoven. Ceci dit, le 15e Wing, donc, s'est quand même distingué pendant ces 5 années-là par des engagements majeurs, et l'engagement principal était bien l'opération qu'on a appelée Silverback, du symbole du Rwanda, et Blue Safari ensuite, un titre que j'ai pu choisir moi-même. De quoi s'agissait-il ? Dès qu'on a appris la mort des paras directement, comme c'est la mission du 15e Wing, conjointement avec le régiment paracommando, nous avons été envoyés sur place et pour extirper la population civile en danger. Et si on veut, Silverback, c'est la première partie qui extirpe les personnes civiles de toute nationalité. Et la deuxième partie, Blue Safari, ce sera suite à une décision ministérielle, après avoir terminé la première partie, d'être rentré sur Nairobi, de retourner dans la zone de conflit et d'extirper le bataillon belge des bérets bleus qui restait pour les ramener en Belgique. Je dois dire que le 15e Wing s'est distingué hors mesure et on n'en a pas souvent fait état. Et on sait pourquoi, c'est parce que le génocide, ce n'est pas quelque chose de beau à rapporter, ni en mémoire. Il y a des décisions politiques qui ont été critiquables, on n'est pas là pour discuter de ça, mais en tout cas, la mission qui a été impartie au 15e Wing, qui consistait à sortir des gens, à les extraire, à sauver leur vie, ça le 15e Wing l'a fait de façon admirable dans ces 2 aspects. J'ai même reçu le commandement total de l'opération en fin de Silverback, y compris avec la brigade paracommando, pour des raisons un petit peu particulières, mais le général Charlier m'a donné le commandement intégral. De même qu'il m'a donné le commandement intégral de la 2e phase qui consistait à retourner pour aller rechercher les bérets bleus et les ramener. Le 15e Wing, durant ces opérations, a franchement utilisé
toutes les procédures de combat imaginables que le C-130 pouvait utiliser. Dans ces procédures de chargement, pour exécuter des chargements dans des temps records, des atterrissages de nuit, puisqu'il n'y avait plus de lampes, plus rien qui marchait sur l'aéroport de Kigali, en alignant des jeeps de paracommandos, en allumant les phares pour que les avions puissent venir atterrir, en créant une tournante qu'on a appelée la tournante de Mwanza, pour réduire le temps de vol et gagner du temps pour extirper, puisque nous étions sous le feu, ne l'oublions pas, un maximum de personnes dans un minimum de temps. Et on a fait ce qu'on appelait la tournante de Mwanza. On a pris carrément possession d'un aérodrome juste de l'autre côté de la frontière, côté tanzanien, qui s'appelle Mwanza, et les avions ont été scramblés et à tour de rôle tournaient. Et on battait des records incroyables. On chargeait pour sortir de ce conflit un véhicule de 20 tonnes et 30 paras, et c'est un équipage canadien qui a fait le meilleur temps en 7 minutes. Donc en 7 minutes, charger et décoller pour ensuite aller déposer et revenir. Et ça n'arrêtait pas, la tournante n'arrêtait pas pour extirper tous les gens. J'ai été entouré surtout par un personnel très compétent et très coopératif et qui m'a très fort aidé, mais je suis resté tout le temps sur ce terminal de Kigali pour diriger les opérations. Et au retour de l'ensemble des opérations, donc, lorsque tout était terminé, on pensait que tout était terminé. Et comme dans toute action, il y a un bilan administratif et on s'occupe à faire des papiers, etc. Et on reçoit encore un coup de fil de l'état-major qui nous dit qu'il y a une trentaine de petites sœurs espagnoles qui risquent d'être massacrées à Butare, un aérodrome qui se situe près du lac Kivu, au nord du Rwanda. Et on se regarde, tous les pilotes étaient en repos, tellement ils étaient fatigués, tellement ils avaient presté la maintenance, avaient presté comme en opération. Et on a décidé de quand même aller les chercher, alors que c'était très risqué. C'est un fait, la température est élevée, la piste est courte, et les 30 nonnettes, normalement, on n'aurait pas pu les prendre, parce qu'on dépassait déjà le tonnage du C-130, parce qu'on avait pris avec nous 10 paracommandos armés pour nous protéger contre une réaction possible de l'armée régulière rwandaise. On a réussi notre pari, on a créé une procédure fantastique, on a donné rendez-vous à ces nonnettes dans un petit bois en milieu de piste, on a fait un atterrissage de combat, on a ouvert la soute, mais au lieu de se diviser en deux pour monter dans le deuxième appareil, elles sont toutes sautées dans le premier, et on s'est regardé, on s'est dit, le constructeur octroie 10% dans ses calculs de tonnage, on a mis les moteurs, on est parti, on est rentré, et on a sorti les nonnettes. Et on les avait vraiment sortis de risques énormes, puisqu'il y a eu un massacre qui s'en est suivi dans l'église d'où elles sortaient, d'où elles s'étaient enfouies. Et je me rappelle qu'en vol de retour, j'ai quitté la cabine, j'ai été voir dans la soute et j'ai voulu parler à ses sœurs. Ses sœurs étaient en transe, ne savaient plus parler et elles urinaient en même tellement elles sortaient de la fournaise. Donc c'était très émouvant, mais nous étions fiers d'avoir encore pu faire cela. Je reviens sur Nairobi, tout est terminé à ce moment-là. L'opération est déclarée terminée et je reçois un coup de fil, je crois que c'est de Stefan Söntiens qui me dit « Sio, on a réservé la salle de l'Intercontinental et les pilotes aimeraient bien que vous veniez leur parler de la construction de toutes ces manœuvres pour extirper tous ces gens. Et je me fais la réflexion, j'étais fatigué, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que je vais leur raconter? En fait, je rentre dans la salle de conférence où le micro était prêt avec le desk, tout le 15e wing était présent, tout le régiment paracommando. Ils m'ont laissé parler pendant 30-40 secondes. Et en fait, ils se sont mis debout. Ils m'ont applaudi pendant des minutes. J'ai pleuré ce jour-là. C'était trop émouvant. Donc, pour les honneurs qui m'avaient été rendus. C'est quand même un engagement qui était très prenant.
cet honneur-là, ça je ne l'oublierai jamais. J'en ai eu un deuxième 10 ans plus tard aussi. C'est de me retrouver par hasard pas par hasard, je faisais de l'humanitaire d'un autre côté, mais à l'aérogare de Kigali, et je vois une sœur habillée dans la chasuble typique des sœurs espagnoles, avec des cheveux beaucoup plus gris, etc. Et elle me regarde, je la regarde, on se reconnaît. « Ah, mais vous étiez le pilote qui est venu nous chercher, etc. » Elle a appelé toutes les petites sœurs noires qui étaient avec elle, et elle a commencé à briefer, etc. C'était émouvant. Et j'ai eu plusieurs manifestations de témoignages de cet ordre-là. Une autre fois, j'avais demandé au chauffeur qui me reconduisait sur Kigali, pour décoller de Kigali, retour en Europe, de passer par hasard par l'école pour aller rendre un hommage aux parents qui ont été assassinés et voir la tombe. Et j'avais oublié que c'était un 7 avril. Et je sors de la voiture, en tenue un peu ONG comme ça, et qu'est-ce que je vois? Le ministre de Donéa, toute une délégation, et le commandant des paracommandos qui me voit, se retourne, se met au garde à vous, me fait mettre tout son régiment au garde à vous, m'appelle et m'invite à la célébration avec eux, dans laquelle je suis tombé complètement par hasard, pour signer dans le livre d'honneur. Donc ça, c'était très mémorable. Le 15e Wing, ce sont des opérations intenses, c'est un esprit formidable, mais c'est aussi beaucoup de social. Et ça n'a pas empêché non plus de créer des événements sociaux importants, et j'ai quand même la fierté d'avoir pas créé, parce qu'on est venu me le suggérer, pour être honnête. Un motard de mon état-major m'a dit « Tiens, vous aimez la moto aussi, ce serait pas bien de faire un rallye moto ?» Nous avons créé le rallye moto, on a commencé avec 250. Au bout de 5 ans, on était presque à 2000 motos. Mais ce qui est bien derrière cela, c'est qu'on récoltait des fonds. Et Rico Landers, qui était un des membres d'équipage, a fait en sorte qu'un tiers des fonds passe à Nairobi, aux Petites Sœurs de la Charité, qui recueillaient tous les enfants abandonnés de la ville de Nairobi. C'était un beau geste. Le 15e Wing, c'était vraiment de l'humanitaire, à fond. Donc, ça, c'était vraiment pas mal. Voilà, j'ai peut-être le tout dernier mot que je voudrais dire, c'était l'honneur d'avoir fait le vol aussi pour la visite du roi Albert, avec une anecdote aussi, qui va montrer le lien qu'il y a entre ce régiment paracommando et le 15e Wing. Donc, après la mort du roi Baudouin, le roi Albert II vient faire sa première visite au 15e Wing, et on effectue un vol de démonstration de parachutage pour lui. Et moi, je prends les commandes de l'avion comme air captain, et je choisis bien mon équipage, rien que des gens bien. Il n'y a que des gens bien au 15e Wing. Le roi s'installe debout derrière, et nous allons au-dessus de Scaphen, et la mission consiste à dropper une Jeep. Alors il y a la nervosité quand même. Il y avait le roi derrière vous, tout l'état-major, etc. Et alors je viens, je droppe la Jeep. Pendant que je droppe, lui, le roi, est descendu dans le cargo pour assister à la sortie de cet impressionnant convoi parachuté. Puis il remonte dans la cabine pour venir voir, me parler, etc. Moi, j'effectue le circuit traditionnel et très nerveux, j'appelle l'équipe au sol et je leur demande quels sont les résultats, quelquefois que ma Jeep aurait été droppée un peu trop loin. Et l'équipe me répond « CEO, 100%. » Je dis « C'est pas possible. 100%, c'est sur la croix. » Et effectivement, quand on repasse, le roi derrière moi voit, et la Jeep est sur la croix. Et le roi me tape sur l'épaule, il me dit « Quelle précision, colonel !» Mais le soir, j'apprends que la Jeep était tombée à 19 mètres de la croix, mais que mes amis paracommandos ont poussé la Jeep sur la croix. C'est beau parce que la précision était suffisante, mais mes copains parents ont fait en sorte que ça faisait du 100%. Voilà, je vais peut-être terminer ici mon passage au 15e Wing.